Внимание, 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 внимание. Elle, c'est Lise. Elle, c'est Sam. Nous sommes les Transatlantiques. Ici, bienvenue dans notre univers où on va décrypter les conflits, la géopolitique, les tyrans l'actualité internationale. et toutes les secousses du monde. Bienvenue encore. Nous serons sérieuses, mais avec de l'humour. Asseyez-vous, mettez vos ceintures, on y va. Cette semaine, nous allons parler des pays baltes, une petite région avec des grandes tensions. Nous allons parler d'une région qui nous tient à cœur à tous les deux, beaucoup, n'est-ce pas ça? Eh oui, parce que nous allons toutes les deux en vacances dans les pays baltes cet été, mais pas ensemble. Et par vos endroits. Et donc, moi, je sais que je tiens à ces pays parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Et puis, on va parler de choses concrètes, y compris d'une histoire d'espionnage russe à laquelle j'ai été indirectement confrontée personnellement. Mais ça, ce sera pour la suite. Donc, restez pour écouter cette petite aventure. On va commencer par ce qui rend la géographie des pays baltes si stratégique et en même temps si vulnérable face à la Russie. Donc, Lise, toi, je sais que tu as beaucoup travaillé là-dessus. Oui, effectivement, la géographie est un facteur de stress. Pour résumer, ces trois petits pays, parce qu'on parle de trois petits pays, donc l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, sont coincés entre la Russie à l'est et la Biélorussie et la mer Baltique à l'ouest. Ils n'ont pas ce qu'on appelle une profondeur stratégique qu'on évoque beaucoup. Par exemple, la capitale lituanienne, Vilnius, n'est qu'à 30 km de la frontière biélorusse. Autant dire qu'en cas d'attaque, il n'y a presque pas d'espace pour reculer ou gagner du temps. Et surtout, il y a ce qu'on appelle le couloir de Suwałki, cette bande de terre d'environ 65 km de long, seulement qui fait la jonction entre la Lituanie et la Pologne. Ce mince corridor est pris en tenaille. À l'ouest, il y a Kaliningrad, cette exclave russe hyper militarisée sur le Baltique, et à l'est, la Biélorussie a y commencé ou presque la main dans la région de Moscou. Donc, si Moscou et Minsk parvenaient à s'emparer du sous-couloir, les États baltes seraient coupés du reste de l'Europe, du reste de l'OTAN, par voie terrestre. C'est le cauchemar stratégique absolu pour Vilnius, pour Riga, pour Tallinn. Et depuis 2014 et l'annexation de la Crimée, et encore plus depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine, ce scénario hante les esprits dans la région régulièrement. On qualifie souvent cette corridor du point le plus vulnérable de l'Alliance en Europe. Bah ouais, là, on comprend pourquoi on parle d'une région sous pression. Et c'est une zone, donc, comme tu l'avais bien expliqué, qui est facile à isoler. Mais alors, comment ces pays envisagent-ils de se défendre si par malheur ça devait dégénérer avec Moscou? Et j'ai entendu dire qu'il se passait quelque chose dans le domaine des mines antipersonnelles. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Et d'abord, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et c'est paradoxal, mais ils ne sont pas les seuls. On pourrait parler à la Finlande hier, qui aussi a décidé de se retirer de la Convention de l'Ottawa, mais comprendre que ces mines antipersonnelles sont bannies par la plupart des pays de nos jours, et historiquement, à cause de cette géographie défavorable dans les pays baltes, militaires et stratèges ont vu dans ces mines un outil défensif efficace et peu coûteux, même s'il y a beaucoup de débats, notamment ici, sur l'usage. Pensez-y, un envahisseur aurait très peu de chemin pour parcourir pour atteindre les capitales baltes. Donc, parsemer le terrain de mines pourrait ralentir sa progression de façon significative en temps 24 à 48 heures. Pendant la guerre froide, déjà, des plans de défense de l'OTAN sur le front envisageaient l'usage massif des mines pour stopper les blindés soviétiques. Et après la guerre froide, les jeunes armées des pays baltes devenues indépendantes enfin se sont dotées de mines, jusqu'à ce qu'elles les détruisent en adhérant au traité d'interdiction, donc à la Convention d'Ottawa. Aujourd'hui, face au retour de cette menace russe, cet intérêt pour les mines ressurgit ouvertement. On sent bien ce dilemme, respecter les engagements humanitaires, prendre les mesures pour défendre son sol. Donc,
Ils se sont retirés d'Ottawa, comme on a parlé, les pays baltes, la Pologne, le Finlande. Mais concrètement, on peut imaginer aussi qu'ils emploient des mines intelligentes, modernes, ou qui démarquent par exemple les champs de mines pour ne pas laisser des terrains minés à perpétuité. C'est quand même quelque chose qu'ils réfléchissent. Et clairement, c'est sur leur propre sol, en cas d'invasion imminente, avec des champs de mines clairement signalés. C'est donc une utilisation défensive encadrée pour le ralentir en assaut russe dans des zones cruciales. Par exemple, peut-être autour de ce fameux corridor de Suwałki ou au point de passage frontalier. Leur argument, c'est que ça comblerait en partie leur infériorité numérique, leur manque de profondeur stratégique face à l'armée russe. Donc, moins de soldats, mais plus d'obstacles. Oui, mais bon, tout ça, c'est un petit peu théorique. On parle de ce qui pourrait venir dans l'avenir. Mais comment est-ce que ces pays se réarment aujourd'hui et comment est-ce que l'OTAN les aide concrètement aujourd'hui sur le terrain? Tout à fait. Donc, depuis 2017, l'OTAN a déployé dans chaque pays balte un bataillon multinational de sa force de présence avancée. Ces bataillons, qui sont à peu près 1000 soldats chacun, servent un verrou dissuasif, si vous voulez. Ils sont commandés par des grands pays alliés, l'Allemagne en Lituanie, le Canada en Lettonie, on voit beaucoup de Canadiens en uniforme en Lettonie, le Royaume-Uni en Estonie, avec une rotation de Danois, de Français et d'autres. Après l'offensive russe en Ukraine, l'OTAN a renforcé le dispositif. Donc, on est en train de passer d'une présence de bataillon à une présence de niveau brigade. Par exemple, la Lettonie est en train de transformer son groupement tactique en brigade multinationale de l'OTAN, avec à terme plus de 3500 soldats prévus. Le cas le plus marquant, c'est en Lituanie. L'Allemagne il déploie désormais sa 45e brigade blindée, le Panzer Brigade 45. C'est tout nouveau. C'était officiellement inauguré à Vilnius il y a quelques mois, au mois de mai. C'est historique. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'une formation de l'armée allemande est stationnée à l'étranger, disons aujourd'hui une base en Lituanie. C'est un signal très fort à la fois de solidarité européenne au niveau bilatéral, mais aussi par rapport aux Russes. Le chancelier allemand, d'ailleurs, a été présent à la cérémonie. Il a rappelé « Nous tiendrons nos promesses, nous défendrons la Lituanie ». Oui, ce déploiement allemand en dit long et montre aussi à quel point les relations bilatérales ou multilatérales sont en train de prendre de l'importance dans un cadre otanien, mais aussi hors cadre otanien, parce que tous les pays de l'OTAN ont quand même peur aujourd'hui du désinvestissement américain dans notre défense. Mais la France de tout ça, on sait qu'elle est aussi présente sur le flanc est de l'OTAN, tu l'as mentionné notamment en Estonie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du rôle de la France? Bien sûr, la France maintient depuis 2017 un contingent en Estonie, aux côtés des Britanniques. On parle de 300 à 400 soldats français déployés par rotation sur la base de Tapa en Estonie. Ça s'appelle l'opération Lix. Donc, Paris est très impliqué. Il y a aussi cette question de défense aérienne. On parle beaucoup du mer Baltique. Il faut savoir que les pays baltes n'ont presque pas d'aviation de chasse. Donc, l'OTAN assure depuis 2004 la police, si vous voulez, du ciel balte. La France contribue régulièrement à ces missions. Elle a déployé des Mirage 2000. C'est des avions français qui sont intégrés au dispositif de ce qu'on appelle la police de l'air de l'OTAN, qui intercepte tout avion suspect près de l'espace aérien balte, y compris des avions russes, on a vu dernièrement, qui testent régulièrement dans la défense de l'OTAN. Et cette présence française dans les airs, couplée à des batteries solaires déployées par d'autres alliés, est essentielle pour rassurer nos alliés baltes, que ce soit les Estoniens, les Lettons ou les Lituaniens. Après, il y a aussi, et on en parlait beaucoup ces derniers mois et cette année, les exercices militaires conjoints. Chaque année, on a bien sûr les grands exercices de l'OTAN sur le sol balte. Tout ça vise cette interopérabilité entre alliés, pour qu'on puisse travailler ensemble, mais ça vise aussi de montrer à Moscou que l'Alliance est prête à défendre chaque
centimètres de notre territoire, pour reprendre l'expression du secrétaire général de l'OTAN. Ouais, donc militairement, ça se blinde, comme on dit, pour pas faire de jeu de mots. Mais la population des pays baltes, comment est-ce qu'elle vit cette pression? Est-ce que les civils se préparent, on peut dire, au pire? Est-ce qu'ils se sentent mobilisés et concernés par tout ça? Alors, c'est une excellente question parce que c'est aussi une question qu'on se pose en France. Il faut savoir que les civils, les populations civiles des pays baltes sont activement préparées aux situations de crise, bien plus que chez nous. Ces pays ont adopté ce qu'on appelle une défense totale. En gros, tout le monde, militaires et civils, sont impliqués dans ce qu'on appelle la résilience du pays. Ils ont édité des guides de survie. Moi, je me souviens d'avoir reçu celui en Lettonie, qui est à la fois en letton, en russe et en anglais, qui s'appelle « Que faire en cas de crise ?» Comment survivre 72 heures en cas de gros papa, en cas de gros crise, notamment une invasion russe, bien évidemment. On trouve tous les conseils pour un type d'urgence, eau, nourriture, papier, le temps que l'État, par exemple, rétablisse les services essentiels en cas de crise. C'est très concret, avoir des copies des papiers, un peu d'argent liquide, une radio à pile. La Lituanie, de son côté, par exemple, en 2022, a fait une campagne qui s'appelait le Savoir Saut pour sensibiliser la population au réflexe de protection civile. On incitait déjà les gens à préparer le sac d'évacuation d'urgence, à le garder aux portées de main, au cas où il fallait fuir. En Estonie, en 2024, chaque foyer, par exemple, a reçu un nouveau manuel de préparation aux urgences qui s'est intitulé « Sois prêt », distribué d'abord au début de la guerre en Ukraine et de nouveau récemment. Donc, être prêt, pour eux, c'est leur leitmotiv. Aujourd'hui, chacun doit être prêt pour résister à toute crise, notamment, bien sûr, à l'invasion russe. Ben, tu vois, je me prépare aussi à l'invasion. Il faut espérer qu'en France, ce sera loin, mais je me suis récemment acheté une radio solaire et à manivelle. Donc, je n'ai même pas besoin de pile. Après, je ne sais pas qui c'est qui pourra communiquer avec moi sur cette radio, mais je l'ai en préparation avec mes petites pilules d'iode. Moi, je pourrais communiquer parce que j'ai fait la même chose. Il est dans mon sac de... Bon, ben, on continuera à communiquer alors, voilà. Et est-ce qu'il y a aussi des exercices, des entraînements pour des civils au-delà des brochures? Oui, parce que ça reste pas que sur du papier. Il y a aussi des simulations à grande échelle. L'année dernière, en octobre, l'Estonie avait fait un grand exercice d'évacuation civile. Je crois que c'est le plus grand exercice de l'histoire récente. Pendant 3 jours, près de 1000 volontaires ont participé à un scénario de crise militaire. Ils ont simulé des évacuations des populations frontalières menacées par des relocalisations dans l'ouest du pays. L'idée était de tester toute la chaîne, prévenir les habitants, organiser les convois, héberger les évacués en murs sûrs. Derrière, il y a l'opprobre de l'Ukraine. Il ne faut pas se cacher s'il y a un conflit qui éclate. Et ce n'est pas limité à l'Estonie. Les Lettons, les Lituaniens font pareil, à plus petite échelle, certes. Exercice de gestion de blackout électrique, s'il n'y a plus d'électricité, par exemple. Distribution préventive de comprimés d'iode. On n'en parle, mais c'est quand même assez important au cas où la centrale nucléaire biélorusse, par exemple, voisine, aurait un problème. D'ailleurs, Vilnius, la capitale lituanienne, vient carrément d'élaborer un plan d'évacuation complet en cas d'attaque. Les autorités de la ville estiment pouvoir évacuer 600 000 habitants en 48 heures si besoin, via 3 corridors vers l'ouest et le nord pour éviter la Biélorussie à l'est. C'est-à-dire à quel point ces gouvernements planifient sérieusement le pire scénario. Et j'ai aussi entendu parler de quelque chose d'encore plus saugrenu, c'est que les Lettons ont créé un guide pour repérer les espions russes. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, on rigole, mais c'est très sérieux. Et figure-toi, en mai de cette année, les services de renseignement lettons ont publié une liste de conseils pour chaque citoyen puisse réparer d'éventuels espions ou saboteurs parce qu'ils ont très peur de ces sabotages russes. En gros, ça dit, si vous vous promenez près de la frontière, vous tombez sur un mec qui est athlétique, qui a une hygiène douteuse, avec une coupe de cheveux style militaire et un gros sac à dos rempli de matériel, c'est peut-être un espion russe. L'idée derrière, c'est d'inviter la population à être vigilant, à regarder ce qu'il y a qui sort du routine dans leur quartier, surtout près de la frontière. Les Baltes savent que des infiltrés peuvent rôder sous couverture de pseudo-touristes, randonneurs, pour regarder les bases, pour saboter des infrastructures. Donc, ils appliquent la population dans le renseignement. Si quelque chose vous paraît bizarre, signalez-le.
Ce climat de méfiance, il existe par la crainte de zones dormant pro-russes et réel dans ces pays qui comptent d'importantes minorités russophones, notamment en Estonie et en Lettonie. Et si je comprends bien ça, c'est de ça que tu vas nous parler, parce que tu as une petite expérience avec ces réseaux russes dans les pays baltes. Oui, alors tout d'abord, cette histoire de guide letton avec des espions russes qui se promènent en son temps mauvais avec un sac à dos, c'est pas ça le plus grand risque. Là, ces gens-là sont plutôt des saboteurs et on parlera un petit peu plus tard de sabotage. Moi, ce qui est beaucoup plus intéressant, mais aussi inquiétant, ce sont les Russes qui habitent dans ces pays, qui ont des vies de citoyens normales, mais qui en fait espionnent pour les Russes. Et je vais parler de ma petite rencontre avec un de ces espions. Mais d'abord, je crois que ce serait quand même important pour nos auditeurs de comprendre cette histoire de Russes et de russophones dans les pays baltes. Parce qu'il y en a beaucoup. En Estonie, environ 30% de la population est russophone. Et de ces 30%, la majorité sont ethniquement russes. Dans la ville de Narva, qui est une ville estonienne à la frontière russe, il y a 93% de russophones. En Lettonie, il y en a encore plus, 34% de russophones, 24% sont ethniquement russes. Les autres russophones sont soit des lettons, soit des habitants d'origine ukrainienne, polonaise, biélorusse. En Lituanie, il y a un petit peu moins. Il y a environ 8% de russophones, dont 5% qui sont ethniquement russes. Alors, quelle est l'origine de cette population russe? Donc, il y a eu des Russes depuis des siècles dans les pays baltes, surtout sous l'Empire russe, mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'une grande partie de la population, on va dire, indigène des pays baltes avait été décimée, soit par une immigration forcée ou parfois volontaire, mais surtout par des déportations, et je dis bien déportations, soit par des exécutions. Là, je parle des Juifs qui vivaient dans les pays baltes, je parle des Estoniens, des Lettons, des Lituaniens, qui ont été soit exécutés après que ces pays aient été intégrés de force dans l'URSS, soit ont été déportés vers la Sibérie. Et ensuite, après 1945, il y a eu une migration de masse d'autres républiques soviétiques, principalement des Russes. C'était une migration qui était volontaire, organisée par le gouvernement soviétique, basé à Moscou, pour changer la composition ethnique de ces pays et pour étouffer les velléités nationalistes des Estoniens, des Lettons, des Lituaniens. Alors, c'était surtout le cas en Estonie et en Lettonie, qui étaient plus industrialisés. En Lituanie, qui était une république beaucoup plus agricole, il y a eu beaucoup moins d'influx de Russes, ce qui explique pourquoi il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Et donc, tout d'un coup, en 91, ces pays deviennent indépendants. Mais des pays indépendants avec une grande population russophone, ethniquement russe, qui avait, aux yeux des autorités locales, des loyautés potentiellement divisées entre Moscou et la Nouvelle République. Et donc, ils ont créé une loi, c'est que pour avoir la citoyenneté en Estonie et en Lettonie surtout, il fallait que tous ceux qui ne pouvaient pas tracer leurs origines dans la République avant la Seconde Guerre mondiale devaient passer un examen de langue. C'était au niveau B1, et très franchement, au niveau B1, il n'est pas très élevé. C'est vraiment un minimum qu'il faut pour pouvoir travailler ou fonctionner. Et puis, il fallait passer des tests d'intégration, un petit peu comme quand on veut devenir français. Quand on veut devenir français, il faut avoir un niveau de langue et passer un examen qui montre que vous comprenez un petit peu l'histoire de France et les principes du citoyen. Et donc, la population russe et russophone des pays baltes, la plupart se sont intégrés, la plupart ont obtenu la citoyenneté, soit lituanienne, soit lettonne, soit estonienne, mais pas tous. En Estonie, il y a à peu près 5,5% de la population qui a ce qu'on appelle un statut de non-citoyen, qui est problématique en droit international, il faut bien le dire. Ce sont des gens qui ont ce qu'on appelle un passeport gris. Ils ont le droit de voyager librement dans l'Union européenne. Ils ont aussi le droit de voyager librement en Russie. En Lettonie, il y a à peu près 10% de la population qui est non-citoyenne. C'est surtout des vieux qui n'ont pas eu
la possibilité ou l'envie de passer l'examen de langue, malgré le fait que le gouvernement a proposé des formations gratuites, mais c'est vu par beaucoup et dans beaucoup de cas, c'est presque un geste de défiance, un geste, voilà, nous, on refuse cette nouvelle identité. La plupart des russophones sont quand même bien intégrés. Mais ça n'a pas empêché les Russes de s'agiter depuis 1991 pour essayer de déstabiliser des pays baltes. On a vu des hommes politiques russes comme Sergei Babourine, Vladimir Zhirinovsky, qui étaient des grands nationalistes russes. On se sont mis à défendre les droits des russophones dans les pays baltes en disant qu'il y avait une discrimination contre eux, qu'ils étaient opprimés. Ça a continué même après l'invasion de la Crimée. En 2015, le procureur général de Russie en met en examen les déclarations d'indépendance de 1991 et a dit qu'elles étaient illégales. Et ça fait très très mal quand on voit la rhétorique qui a précédé l'invasion de la Crimée et de l'Ukraine par la Russie. C'est qu'ils ont commencé par des déclarations sur le statut indépendant ou pas de l'Ukraine. Et donc en 2025, il y a un député russe qui a dit que Vilnius, la capitale lituanienne, était russe. L'ex-président Dmitry Medvedev a dit en 2023 que les pays baltes sont temporairement occupés par l'OTAN. Donc on voit vraiment cette rhétorique qui est orientée à la fois vers les Russes à l'intérieur de la Russie, mais aussi vers les russophones dans les pays baltes, pour délégitimer le pouvoir en place. Ok, donc on voit vraiment la volonté russe d'utiliser la population russe comme une sorte de cinquième colonne. Mais tu m'as intriguée avec ton histoire d'espion russe. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Oui, ça c'est un exemple de comment la population russe a vraiment pénétré la société estonienne et pas toujours avec des objectifs positifs. Donc, il y a quelques années, j'ai fait une demande à l'université de Tartu, en Estonie. Je voulais faire un doctorat. Et le directeur du département d'études russes était un Russe. Alors, lui n'était pas un Russe avec un passeport estonien, c'était ni un Russe avec un passeport gris, c'était un Russe de Saint-Pétersbourg qui s'appelait Vyacheslav Morozov, qui était le directeur du département. Et mon sujet était un peu problématique pour lui. Je voulais parler de la façon dont les Russes cooptent les élites occidentales, les ex-premiers ministres, les ministres des Affaires étrangères. Comme en France, en fait. Comme en France, par exemple, sans citer personne, en leur offrant des positions très lucratives dans des sociétés russes. Et comment ça participe à la pénétration russe de nos sociétés. Et il m'a dit, c'est pas du tout un sujet d'études scientifiques. Il l'a vraiment très très mal pris. Moi, je me suis sentie assez mal. Et 2 ans après, cet homme a été arrêté par les autorités estoniennes. On a appris qu'il travaillait pour le GRU, donc le renseignement militaire russe, pendant de nombreuses années. Et il a été condamné à 6 ans et 3 mois de prison. Petite anecdote intéressante, c'est sa femme qui l'aurait dénoncé. Donc, comme quoi, si vous êtes un espion, ne vous disputez pas avec votre mari ou votre femme parce qu'il ou elle pourrait se venger. Il y a un autre exemple qui est très intéressant, qui montre la pénétration dans les sociétés par les Russes. Il y avait une députée lettonne du Parlement européen qui s'appelait Tatiana Ždanovka. Elle a été élue en 2004. C'était la première députée russophone du Parlement européen. Elle a refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine. C'était peut-être un petit indice, elle aurait peut-être pu être un petit peu plus discrète. Mais en fait, une enquête a révélé qu'elle coopérait avec le FSB, qu'elle envoyait régulièrement des documents internes secrets du Parlement européen au FSB. Mais elle n'est pas en prison, elle est sous enquête et simplement n'a pas pu se représenter pour être élue au Parlement européen aux dernières élections. Donc voilà, ça, si tu veux, c'est vraiment le bout visible de l'iceberg des problèmes dans les pays baltes qui sont liés à la présence russe. Mais bien plus compliquées sont les attaques hybrides qui nous intéressent tous les deux. Et c'est toi qui vas en parler, surtout en ce qui concerne la cybersécurité, le sabotage et la guerre des migrants. Oui, effectivement, la guerre hybride, c'est tout ce qui est ces agressions en dessous du seuil de la guerre ouverte, cyberattaque, propagande, sabotage, espionnage, pression économique.
Et il faut le dire, les pays baltes sont un peu le laboratoire des tactiques hybrides russes. Alors, si on parle juste de la cybersécurité, on se souvient en 2007 en Estonie, quand Tallinn a déplacé un statut soviétique, et ça a déclenché beaucoup de colère de Moscou. Ouais, on commence à avoir l'habitude, et du coup, une série de cyberattaques massives. Du jour au lendemain, des sites de gouvernement, des banques, des médias estoniens ont été paralysés. C'était une des premières cyberguerres à grande échelle jamais vues. Alors, c'est l'OTAN surtout qui a tiré les leçons. C'est à la suite de ça qu'a été créé en 2008 en Estonie, dans la capitale, le centre d'excellence de l'OTAN pour la cyberdéfense. Et depuis, les tentatives de hacking venues de l'Est n'ont pas cessé, on le sait, même en Europe occidentale. Mais dans les pays baltes, les ministères, les infrastructures critiques sont souvent ciblés. C'est pourquoi ils sont parmi les pays les plus en pointe en cyberdéfense aujourd'hui. En ce qui concerne les sabotages ou les coups tordus, on a tellement une liste, mais on se souvient par exemple en 2023, un incident marquant, le sabotage du gazoduc sous-marin Baltic Connector qui relie la Finlande à l'Estonie. En octobre dernier, le pipeline a été endommagé aussi en mer Baltique. Ça a coupé tout ce qui est infrastructure critique, gaz, énergétique. On a découvert aussi des câbles de télécommunications sous-marins entre l'Estonie et la Suède. Tout le monde pense que c'est la Russie qui a plus ou moins les moyens sous-marins qui rôdent en mer Baltique. Bien évidemment, Moscone à chaque fois, mais on le prend très au sérieux parce qu'il montre la vulnérabilité des infrastructures critiques en temps qui est d'une paix apparente, entre guillemets. On n'est pas directement en guerre contre la Russie. Après, il y a des autres formes de pression hybride, par exemple les guerres des migrants, orchestrées par la Biélorussie en 2021. Minsk, le capitale de la Biélorussie sous l'influence, bien sûr, du Kremlin, a envoyé des milliers de migrants du Moyen-Orient vers les frontières de la Lituanie et de la Pologne, en les poussant à forcer le passage. Mais ce qu'il faut quand même expliquer, c'est comment ces migrants sont arrivés en Biélorussie. C'est que la compagnie aérienne gouvernementale biélorusse a affrété des avions qui partaient de Damas, qui partaient de Bagdad, en proposant à ces migrants un passage facile vers l'Union européenne. Donc c'était vraiment des migrants qui avaient été amenés artificiellement en Biélorussie et ensuite mis dans des cars et déposés, abandonnés aux frontières de l'Union européenne, à la frontière polonaise et à la frontière lituanienne et aussi lettonne. Ah mais c'est une calcul total, ils n'arrivent pas à ces frontières par hasard. Et ça rentre dans aussi les désinformations et l'ingérence. On le sait, pour entrer dans nos sociétés, pour s'aimer le discours dans nos sociétés, ils sont très forts. En Lituanie, par exemple, en 2007, ils ont diffusé une fake news accusant des soldats allemands de l'OTAN d'avoir violé une adolescente. C'était bien évidemment faux, monté de toutes pièces via un faux email envoyé aux médias, mais le but était très clair, dresser la population locale contre les troupes de l'OTAN, provoquer un scandale. Les autorités lituaniennes ont très rapidement démenti, ont dénoncé une provocation dans le cadre de la guerre de l'information. Mais c'est qu'un seul exemple, il y en a d'autres avec des bavures de militaires alliés ou pour attiser les tensions entre communautés. Comme tu as rappelé, il y a quand même une très grande communauté russophone, notamment en Lettonie. Donc la propagande du Kremlin tente les montées contre l'État central. Oui, c'est très compliqué. Il y a un exemple que je trouve frappant qui montre la sophistication de la guerre cognitive des Russes. Il y a quelques semaines, j'ai trouvé un article russe sur le site qui s'appelle lenta.ru. C'est un espèce de Yahoo News russe sur le corridor de Suwalki. Je clique dessus et je vois écrit un article affolant qui disait que les populations dans le corridor de Suwalki, et côté polonais et côté lituanien, étaient en train d'être évacuées pour se préparer à une éventuelle invasion russe. Et il faisait référence à un article du journal allemand Bild, avec même le lien vers Bild. Je me suis dit, mais ça m'a l'air vraiment authentique. Donc j'ai cliqué sur le lien pour aller sur le site de Bild, qui est un site payant. Et j'étais tellement curieuse que j'ai pris l'abonnement à 1 € par mois, que je vais sans doute bientôt annuler, parce que c'est un peu dur de tout lire en allemand. Un article en allemand, mais qui dit tout le contraire. Qui dit ces populations se préparent à être résilients et à résister si les Russes envahissent. Donc ce qui était vraiment intelligent dans cet article, c'était la façon dont tout était présenté comme étant une information vraie et vérifiée,
C'était dirigé bien sûr contre les Russes, mais aussi contre les populations russophones des pays baltes qui lisent cet article et qui se disent finalement la population locale veut instaurer une espèce de terreur anti-russe. Mais ça, c'est le genre de sophistication de la guerre internationale à laquelle la Russie se livre et contre laquelle nous, en France, sommes encore complètement naïfs et dépourvus de toute capacité, je pense, à résister. Ils utilisent à la fois le fait que beaucoup vont parler d'Iur l'original, par exemple, dans le cas que tu cites, ou notre naïveté. Donc, ils ont cette sophistication incroyable vis-à-vis de sa propre population, mais surtout, comme tu disais, vis-à-vis de nous. Les Baltes sont préparés. Ils ont en quelque sorte une résilience incroyable qui s'est forgée par leur histoire. Ils ont compris à qui ils ont affaire. Les déportations, les occupations, la domination soviétique. Moi, je recommande à tous qui passent par Riga de regarder, par exemple, le musée de l'occupation et de la déportation pour rappeler cette histoire. Mais aujourd'hui, c'est pour le reste de l'Europe où ils sonnent l'alarme en disant « Regardez ce qui nous arrive, ça pourrait vous arriver aussi si on ne tient pas bon. » Et en même temps, il faut tout pour dissuader toute aventure russe en s'armant, en s'entraînant, en solidifiant leur société et en restant collés à l'OTAN. C'est vraiment l'image d'une région sous pression qu'on l'a titrée, mais qui refuse de plier. Oui, on ressent toute la complexité de la situation des pays baltes et leur courage tranquille face au danger. Mais si tu peux, Lise, moi, j'aimerais donner un exemple très concret qui montre à quel point cette région pourrait exploser d'un moment à l'autre. Et c'est l'exemple des tentatives de contrôle de la flotte fantôme russe. Comme tu sais, et comme la plupart de nos auditeurs doivent le savoir s'ils s'intéressent aux questions géopolitiques, la mer Baltique maintenant est l'endroit par lequel passent beaucoup de navires russes qui transportent du pétrole russe sanctionné. Et souvent, ils les transportent sur des bateaux qui sont mal assurés ou pas assurés, sur des pavillons de pays comme le Gabon, comme des pays d'Amérique latine, et aussi parfois sans pavillon du tout. Un petit exemple, en mai 2025, la marine estonienne a tenté d'intercepter un pétrolier qui s'appelait le Jaguar, qui flottait sous pavillon gabonais dans le golfe de Finlande. Ce navire était suspecté de contourner des sanctions. Le navire a refusé de coopérer, même si l'action des Estoniens était tout à fait légale, parce que le navire était dans la zone économique estonienne et la raison pour laquelle elle devait être arrêtée, c'est parce qu'ils voulaient contrôler leurs papiers. Le navire a refusé de coopérer et un Sukhoi 35 russe, donc un avion de chasse russe, a violé l'espace aérien estonien pour protéger le navire et l'a ensuite escorté vers les eaux territoriales russes. Enfin non, le bateau a été escorté par un patrouilleur russe. L'OTAN a déployé des F-16 en réponse, donc des avions de chasse américains, en dénonçant une provocation. Et la Russie a riposté en arraisonnant un pétrolier grec. Donc, si tu veux, cet incident illustre comme la guerre hybride peut se transformer en guerre kinétique et le risque d'escalade dans la mer Baltique. Donc voilà, nous avons donné cet exemple pour expliquer pourquoi cette région nous fascine. Et pourquoi c'est aussi un exemple pour nous, c'est-à-dire ces petits pays qui sont peut-être plus agiles que nous, plus résilients, plus réactifs, mais qui vont nous donner le temps pour la suite, très certainement. Et nous serons toutes les deux sur les plages de la mer Baltique cet été. Et on vous retrouve à la rentrée. Et si jamais il se passe quelque chose de chaud, nous serons aux premières loges pour vous le relater. Et on vous enverrait des photos et peut-être à ce moment-là, on serait obligé de vous en parler. Et voilà, écoutez, passez tous un très bon été. Bonnes vacances. Écoutez-nous, partagez, abonnez-vous, car le plus d'abonnements il y a, le plus on aura de chances d'acheter des croquettes à nos chats et nos chiens. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. C'était un épisode des Transatlantiques, un podcast original d'Elisabeth Shepard-Selam et Samantha de Bendern. Suivez-nous sur votre application podcast préférée, comme ça nous pourrons continuer à vous apporter nos éclairages, un peu d'humour et surtout un peu d'espoir dans un monde tourmenté. Au revoir.